worry. I tell you, I'm a man who believed that I died 20 years ago. And I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever of anybody or anything. Il se savait déjà mort et pourtant il a toujours combattu jusqu'au bout. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la vie fascinante de Malcolm X. Un homme qui portait le fardeau de sa propre prophétie. Il savait que sa mort était imminente, mais il a continué à se battre avec une détermination inébranlable pour la justice et la libération des Noirs aux États-Unis et aussi à travers le monde. Autour de la table pour le débat, ce sera Aton et Daniel. Je te laisse en profiter, t'es sur Goûter Panafricain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter Panafricain. Je suis vraiment super content de vous retrouver et aujourd'hui on va parler de Malcolm X. Malcolm X, la figure emblématique. Autour de la table, on a Aton et Daniel. Comment vous allez? Toujours bien. Bonne à tous. Bonjour tout le monde, salut. Merci. Donc, petite introduction à Malcolm X. Si vous ne le connaissez pas, donc Malcolm X, il est né le 19 mai 1925 à Omaha et mort le 21 février 1965 à Harlem. Donc, c'est le fils d'un militant garvéiste qui a été assassiné par le Ku Klux Klan. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Malcolm X a une jeunesse difficile. Il est d'abord appelé, à son vrai nom, c'est Malcolm Little. Il est incarcéré pendant 6 ans durant sa jeunesse. Il faut savoir, c'est durant cette période d'incarcération, c'est à ce moment-là qu'il va se former, s'éduquer, notamment en lisant beaucoup de livres. Mais ensuite, après ce séjour en prison, il sort de prison en 1952 et il décide d'adopter le patronyme X à son nom pour effacer son nom issu de l'esclavage. Il devient ensuite une figure emblématique, charismatique, porte-parole de la Nation of Islam jusqu'en 1964. La Nation of Islam, donc c'est une organisation séparatiste dirigée par Elijah Mohammed qui recrute, en fait, l'objectif c'est de recruter des jeunes noirs pour un programme d'action et de réinsertion économique et sociale. Et ils éduquent aussi au niveau paramilitaire et ils incluent une doctrine politico-religieuse pour l'islam. Et donc, à partir de là, en fait, il va être en désaccord avec cette organisation qu'il trouve véritablement trop séparatiste, qui prône la séparation entre les Noirs et les Blancs, va s'instaurer une sorte de désaccord politique entre lui et les dirigeants de la Nation of Islam. Et il va devenir indépendant. Et à partir de là, il va commencer à voyager et exposer sa doctrine. Et c'est là que je vais avoir besoin de vous, les intervenants. Donc, pour vous, déjà, après cette brève introduction, que vous inspire la figure emblématique de Malcolm X? Ok, moi je démarre tout de suite, au quart de tour s'il le faut. Qui est Malcolm X? C'est une figure emblématique pour nous. On est vraiment sur ce qu'il disait. Malcolm X, il disait une chose, il ne faut jamais l'oublier, il n'existe pas de révolution sans verser le sang. Comme tu l'as dit Thomas, ça fut l'un des Afro-Américains les plus influents de l'histoire américaine, un orateur charismatique, on est dans les années 50-60, on sort des lois Jim Crow, on est en plein dedans, donc le racisme est latent aux États-Unis. Et donc c'est vrai que cette figure emblématique des États-Unis, 4 oncles lynchés, un père assassiné. Il ne fait pas bon d'être noir en Amérique en 1930. C'est dans cette ambiance-là que va grandir ce Malcolm Little. La suprématie des Blancs, la folie, l'assassinat du Ku Klux Klan impose un racisme et une ségrégation parmi les leaders de la lutte qui émancipe les Noirs. Malcolm X sera l'un des plus grandes figures des leaders, comme je viens de le dire. Il sera converti à l'islam. Pourquoi l'islam? Il faut vraiment voir que c'est l'opposition au christianisme. On voit que le christianisme, c'est pour les Blancs aux États-Unis, et les Noirs, en majorité de cette époque-là, en tout cas ceux qui veulent changer un petit peu vraiment le système, ils vont aller à l'opposé du christianisme. Qu'est-ce qui est à l'opposé du christianisme? C'est le monde musulman, et c'est celui qui choisit. Donc c'est bien de préciser ce détail, et il met son énergie très endurant au service de sa cause. Il redessine les contours, optant pour le tiers-mondisme d'ailleurs, et il est devenu la clé de voûte du combat de l'émancipation, un combat qui lui coûtera la vie, comme nous verrons dans le débat. Voilà, c'était l'introduction, et c'est un petit peu ma conclusion d'introduction. Toi, Daniel, qu'est-ce qui t'inspire Malcolm X? Bien, d'abord, par rapport à son parcours de vie, on dira sa résilience, parce que avoir fait de la prison pour un jeune africain-américain, à cette époque, c'est très très difficile de s'en sortir, et par sa force mentale, il arrive à dépasser tout ça. Par rapport à sa lucidité,
C'est-à-dire que c'est un peu comme je compare un peu à Kémy Séba, tu vois, qui était au début en France très radical et qui puis finalement avec la maturité et avec les rencontres qu'il a faites, bon, puisqu'il est retourné en Afrique. Et je pense qu'il a fait le constat que la lutte frontale par rapport à l'impérialisme est très difficile. Et donc, rechercher des alliances est beaucoup plus profitable. Il a eu l'idée d'internationaliser justement la lutte des Noirs américains. Et par-delà, il a compris que la cause noire dans son ensemble devait se faire de façon globale. Voilà. On est à la séparation de Malcolm X avec la Nation of Islam. Et comme tu viens de le dire un peu avec Kémy Séba, lui, il s'internationalise, il voyage, il s'ouvre et il rencontre également beaucoup au Moyen-Orient. Donc, il voyage dans les pays musulmans. Et ça va lui donner un peu une autre façon de voir les choses. Il se rend compte que, il faut s'ouvrir. Et notamment, il va s'intéresser aussi au panarabisme, parce qu'il y a le panafricanisme, mais il y a aussi le panarabisme. Tout ce que je vous expose, je m'inspire du livre de Africa Unite de Hamzat Boukari Yabara. D'ailleurs, on l'a interviewé. On vous laisse regarder cette vidéo et de vous procurer son livre. Et donc, Malcolm X, ça sera le sujet de la deuxième question. Malcolm X a-t-il bien fait de quitter la Nation of Islam pour s'internationaliser? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que c'est une belle question, mais il faut toujours rappeler à nos téléspectateurs que la Nation of Islam, c'est une organisation politico-religieuse américaine. Elle compte actuellement 20 000 à 40 000 membres. Elle a été fondée en 1930. Elle développe un mélange de nationalisme afro-américain saupoudré d'un islam sectaire. Elle a été dirigée par Elijah Mohammed, comme on a pu l'entendre, je ne sais pas, en tout cas je le précise, de 1934 à 1975, et elle donne une orientation et sa puissance dans cette période-là. Louis Farrakhan, qui est une autre figure emblématique aujourd'hui de la Nation of Islam, soupçonné d'être l'instigateur de l'assassinat de Malcolm X, je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, on va en parler d'ailleurs. On va en parler juste après, s'empare de la Nation of Islam au début du XXe siècle, dans les années 2000, et devient un leader en vue. Son discours insistant sur la nécessité d'étudier, de conquérir un statut social et de lutter contre la délinquance s'accompagne d'un discours un peu ambigu, parce que plus ou moins hostile aux Blancs et aux Juifs. Parmi les adeptes de la Nation of Islam, on peut citer aussi un célèbre boxeur, Mohamed Ali. Mohamed Ali, ouais. Mohamed Ali, qui sera aussi un adepte de cette religion. Et pour aller directement à la question, en faisant un pèlerinage à la Mecque et en rencontrant des militants et des dirigeants anticolonialisme, comme on a pu le voir sur les images, dans les différents pays où il se lie d'amitié avec Che Guevara, Malcolm X espère trouver une réponse aux questions qui l'assaillent. Après un détour au Liban, au Caire, il va changer de nom. Il va s'appeler Alik Malik al-Shabazz, comme il se fait désormais appeler, et il se rend à Lagos, à Ibadan, dans le village au Nigeria. En réalité, la situation sur le terrain ne correspond guère à la réalisation promise dans ses discours. En Afrique de l'Ouest, il se découvre une terre désolée par les conséquences des batailles politiques fratricides. Et ça a été décrit dans le livre de Manning Marab sur Malcolm X, sa vie en rétention. Et à Ibadan, Malcolm X prononce son discours devant 500 personnes à l'invitation de l'Union nationale des étudiants nigériens, où il se voit remettre de la société étudiante musulmane au Niger une carte de membre au nom de Owale. Donc on voit qu'il change souvent de nom dans sa vie, et ça va être son dernier mot, et ça va signifier en Yoruba « fils qui est revenu ». Et c'est le 10 mai 64 qu'il atterrit à Accra, au Ghana, et atteint par un groupe d'intellectuels noirs américains. Premier pays africain à obtenir son indépendance, je le rappelle, c'est la Gold Coast, qui s'appelait le Ghana, est rapidement devenue une terre panafricaine. Et c'est là où il va rencontrer des leaders tels que Kwame Nkrumah. C'est important de le signaler parce que toutes ces rencontres vont insuffler un nouvel élan dans sa vie. Donc, je voulais vraiment insister sur cette partie-là. Pour toi, Daniel, qui est
Pour toi, tu penses qu'il a bien fait de quitter la Nation of Islam pour s'internationaliser, pour s'ouvrir un peu aux autres? Je pense que, comme on dit, le costume était trop étroit. A-t-on la rappeler il y a peut-être aux États-Unis 30 millions, 80 millions d'Afro-Américains. Avoir 20 000 membres, ça donne un peu l'aspect sectaire du truc, de cette organisation. Donc, de par justement ces rencontres, comme Aton l'a dit, je pense qu'il a compris autre chose. Et donc, sa réflexion de la question noire a mûri. Et il a compris que les Noirs tout seuls aux États-Unis ne pouvaient pas changer le destin, leur destin finalement face au gouvernement, différents gouvernements américains qui ont succédé, de par l'idéologie raciste et racialiste qui perdure dans ce pays. Donc, il a compris que en s'alliant avec d'autres sur la même cause, en s'alliant avec d'autres leaders des pays du tiers-monde, et aussi il faut parler aussi du fait que à l'époque il y avait l'antagonisme entre l'URSS et les États-Unis, que ça pouvait jouer en sa faveur. Donc je pense que c'est pour cette raison qu'il a quitté cette organisation, parce que déjà il était jalousé, il faisait de l'ombre à Elijah Muhammad, qui était quelqu'un finalement assez insignifiant d'après les dires, et donc il n'y avait pas le même charisme que lui. Donc c'est pour cette raison qu'il a quitté cette organisation. Voilà. Pour vous, quelles ont été les actions marquantes de Malcolm X pour aider la communauté noire à s'en sortir? Parce qu'il a fait beaucoup de discours. Malcolm X, c'est beaucoup ça, c'est sa pensée. Est-ce que véritablement il a fait avancer les choses? Et pour vous, Malcolm X est-il un militant panafricain? Ouais, en fin de compte, Malcolm X affirme son tournant vers le panafricanisme comme une priorité. Ok. À la fin de vie, l'unité entre les Africains d'Occident et les Africains de la Terre-Mère changera le cours de l'histoire, écrira-t-il dans son livre, qui est écrit par Alex Aller. D'ailleurs, avant de conclure, tout comme les Juifs américains est en harmonie politique, économique et culturelle avec les Juifs du monde, il est temps que tous les Afro-Américains, les Africains-Américains, de devenir une partie intégrante du panafricanisme mondial. Et alors même que nous pourrions physiquement rester en Amérique, tout en combattant pour les avantages que la Constitution nous garantit, nous devons retourner en Afrique philosophiquement et culturellement et développer une unité de travail dans le cadre du panafricanisme. C'est ce qu'il va dire à la fin de sa vie, en tout cas dans l'ouvrage d'Alex Aller, qui est important de souligner. Donc on voit bien que le panafricanisme est encore dans son action, en fin de vie. Ok, et toi Daniel, pour toi, est-ce que tu retiens un peu une action marquante qu'a fait Malcolm X? Pour toi, c'est quoi qui le caractérise? Comment ça se fait qu'il a eu un tel impact dans le passé des Noirs afro-américains, mais même dans le monde, hein, c'est une figure emblématique. Et pour toi, est-ce que c'est un militant panafricain? On va dire que c'est l'impact de ses discours, de ses prêches, puisqu'il était presque, on dirait un imam quand il prêche. Mais il touche du doigt réellement la problématique noire aux États-Unis. C'est-à-dire, il affronte, par ses discours, il affronte le racisme ambiant. Parce qu'il pointe du doigt, justement, la violence de ce racisme et il légitime, en fait, par sa radicalité, il légitime dans ses discours le fait que celui qui subit le racisme a aussi le droit de réagir violemment parce qu'il subit une violence. Alors que pour le raciste, lui, il trouve tout à fait normal d'exercer sa violence contre le noir, mais en même temps, il trouve tout à fait indéfendable le fait qu'il y ait une réaction à l'encontre de ce racisme qu'il impose. Je pense que lui,
c'est au niveau du discours. C'est pas au niveau de comme King qui tend la joue. Ce sont deux approches différentes. Mais en même temps, ce sont deux approches complémentaires aussi, puisque quand sa doctrine, enfin sa vision la vision de Malcolm X va évoluer, il va se rapprocher aussi de Martin Luther King. Dans le futur, on verra que ces deux approches vont donner quand même donc déjà l'accès aux droits civiques. Par la suite, on va avoir les politiques d'affirmative action. Ok, donc de toute façon, c'est bien que tu en parles parce que ça va être la suite des diapositives. Et ça nous fait penser des années plus tôt à deux leaders panafricains dont on a fait des vidéos qui sont Marcus Garvey et Webb Du Bois, où on avait décelé qu'il y avait une différence dans leur approche. Donc, on vous invite à regarder leurs vidéos. Webb Du Bois qui était plus le pro-américain, alors que Marcus Garvey, lui, prônait le retour en Afrique. Et pour vous, ça sera le sujet de l'autre question. Quelle est la différence entre Malcolm X et Martin Luther King? Est-elle la même chose que ce qui s'est passé entre Garvey et Webb Du Bois? Et pourquoi c'était si difficile de s'unir alors qu'ils prônent tous le panafricanisme, c'est l'unité pour la cause noire? Pourquoi c'est aussi difficile de s'unir? C'est l'entracte, merci de regarder la vidéo. Pense à t'abonner et nous aider à atteindre les 2000 abonnés, c'est notre objectif. Et laisse un like, ça sera la preuve que tu soutiens notre travail. Je laisse continuer. Au feeling, je dirais que c'est encore deux philosophies d'être noir, malheureusement. D'être noir à l'époque. Donc l'un dit non, on va pas s'intégrer dans un système qui est entièrement raciste contre nous. Regardez, chez nous là, ils sont pas gentils avec nous, ces blancs. Ils nous lynchent, ils nous tuent, ils nous pendent. On est en pleine loi Jim Crow, donc c'est pas possible. Et l'autre se dit, Martin Luther King dit, c'est deux oppositions quoi. Lui il prône la non-violence, prôné par Martin Luther King. Lui il prône la non-violence et il dit, on peut s'intégrer dans le système. Voilà, comme Gandhi. D'ailleurs, il prend même la philosophie Gandhi, qui était entre une virgule près l'un des plus grands racistes de la planète, en tout cas pour les Noirs. D'ailleurs, il précise, Malcolm X dira, je suis autant contre l'intégration que les Blancs à New York, en précisant, je suis aussi contre la ségrégation. Je suis pour la séparation. On voit bien que ça va très très loin. Il veut vraiment séparer les deux clans. Les Noirs d'un côté qui peuvent vivre dans le sud des États-Unis et le reste dans le nord des États-Unis s'ils le veulent. Mais attends, il est pour la séparation, mais c'est bizarre parce que c'était ce que prônait la Nation of Islam et c'est pour ça qu'il s'en est séparé. Il a quitté la Nation of Islam. Oui, c'est lui qui il a rebroussé chemin pour en bas. Là, on est en début de sa vie. Je remonte un peu le temps. Au début de sa vie. Okay. Ouais, c'est au début dès qu'il était militant, bien jeune, il vient dans la Nation. Ok, donc c'était à ses débuts à la Nation of Islam. Voilà, donc il est dedans. Et c'est vrai que à cette époque-là, on voit bien deux oppositions qui vont se prôner, et même dans les années 60, on voit bien à la mort de JFK, sur l'assassinat de JFK Kennedy. Qui était président, Voilà, qui était président au début des années 60, à 38 ans après après son pèlerinage à la Mecque, qui à la suite de conflits internes, qui quitte la Nation of Islam et là qui fonde sa propre organisation. Mais pour en revenir aux deux interlocuteurs qui sont Martin Luther King et Malcolm X, c'est deux politiques vraiment opposées. L'un veut vraiment la rationalisation, il prône vraiment l'intérêt de son peuple, et l'autre dit non, faut s'intégrer avec les autres. Et on voit bien que Martin Luther King a perdu le combat aujourd'hui, parce que si l'Amérique était non raciste aujourd'hui en 2023, je pense que nos téléspectateurs le sauraient. Malheureusement, le racisme se continue encore aujourd'hui d'une manière laide et affreuse dans le monde entier, et les Noirs en sont les victimes. Mais il y a quand même eu des améliorations. Et puis même des conditions d'amélioration. I have the dream. Ouais, mais le pillage de l'Afrique est encore d'actualité. On vit encore sur le franc CFA. Et aujourd'hui, si vous allez sur les territoires arabiques, le Maroc, l'Algérie, etc., le noir en est encore la victime. Et je ne parle pas des États-Unis. Et pire encore, pour voir vraiment les conditions des Noirs vraiment en grandeur nature, au Brésil. Donc, faut voir le monde en grand. Et aujourd'hui,
on n'a que des petites améliorations, mais le plafond de verre est encore sous nos têtes dans toutes les sociétés occidentales où vous allez. Toi, Daniel, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'avance Aton ou tu as un avis plutôt différent? Et qu'est-ce que tu en penses un peu de Malcolm X et Martin Luther King et un peu Garvey et Webb Dubois de l'époque? Disons, en rapprochant les deux oppositions, X, King et Garvey Dubois, je pense pas qu'il y ait... c'est pas du même ordre, en fait, parce que Garvey et Dubois, Garvey, il avait une philosophie de l'action. Donc, même si en prenant, donc il prenait le retour en Afrique, bien sûr, alors que Dubois, c'était, on va dire, un panafricaniste de salon. Ouais, on avait parlé de ça, ouais. Alors que, donc, si on prend Malcolm X et Martin Luther King, King, lui, il voulait simplement l'amélioration des conditions de la citoyenneté noire aux États-Unis, mais King n'a jamais dit qu'il était panafricaniste. Il n'a jamais fait état dans ses discours une volonté d'externaliser le problème noir des États-Unis à l'ensemble du monde noir. Alors que Malcolm X, lui, ayant voyagé, il a compris que la condition du noir, même en dehors des États-Unis, même dans des pays qui sont indépendants, était à peu près la même puisque ces pays-là subissaient la domination des États-Unis, entre autres, et des pays européens. C'est une approche, c'est au niveau de l'échelle de valeurs, quoi. Et c'est ça qui différencie les deux. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un problème noir qui est circonscrit aux États-Unis, au pays, et de l'autre côté, quelqu'un qui veut prendre ce problème et chercher des alliances à l'extérieur pour faire pression sur les États-Unis. Pour toi, alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Aton, pour toi, est-ce que la condition des Noirs s'est améliorée ou au contraire stagne ou s'est dégradée là, par rapport au temps qui s'est passé, les Marcus Garvey, les Webb Dubois, les Martin Luther King, Malcolm X, est-ce que ça s'est amélioré depuis? Il y a eu du point de vue du droit des avancées, puisqu'il y a eu des politiques qui ont été mises en place pour calmer la colère des Noirs. Ces politiques ont été mises en place, mais tu sais très bien que les États-Unis sont fondamentalement et foncièrement un pays raciste, avec comme point on va dire, horizon indépassable, la suprématie blanche. Donc, à partir de là, toutes ces avancées, ce ne sont que on va dire des simulacres de politique qui ont été mises en place. Alors que la condition d'un certain noir, on va dire les sportifs, les intellectuels et autres, c'est beaucoup amélioré. Les noirs ont au niveau économique, ont pu créer des entreprises et faire fructifier leurs entreprises. Mais le problème demeure et j'en veux pour preuve que le taux de noirs qui sont emprisonnés, rien n'a changé. C'est-à-dire que si encore on peut comme George Floyd, on peut encore arrêter des gens ou entre autres, hein, parce qu'il y en a d'autres, on peut tirer dans le dos de quelqu'un sous prétexte que je ne sais pas, il n'a pas payé l'assurance de sa voiture, ou en rentrant chez lui, ou on le confond pour un. Donc rien n'a changé à ce niveau. C'est-à-dire au niveau de la mentalité américaine. Au niveau de la population, il n'y a rien qui a changé. Donc, il y a eu certes des timides avancées, mais le problème demeure. Et le problème, il est racial. On va arriver sur cette dernière question. On parlait d'assassinat. Le 21 février 1965, à Harlem, malheureusement, Malcolm X est assassiné en plein discours. Qui sont derrière l'assassinat de Malcolm X? Parce que il faut savoir que le FBI possède des preuves. Il y a eu des Afro-Américains qui ont été emprisonnés, notamment ce monsieur qui s'appelle Mohamed Aziz, qui a passé des années en prison. Il y a aussi un autre dont je n'ai pas noté le nom, mais qui a aussi passé
au moins une vingtaine d'années en prison. Maintenant, ces deux personnes sont, notamment lui, Mohamed Aziz, il est en passe d'être dédommagé de millions de dollars pour des fausses accusations, parce que c'est pas lui qui a tué Malcolm X. Mais par contre, comme je vous disais précédemment, le FBI possède des preuves formelles sur les personnes qui ont réellement tué Malcolm X. Mais pour vous, qui est réellement derrière l'assassinat de Malcolm X? Aton et ensuite Daniel. Roulement de tambour. Pour moi, le FBI n'a toujours pas communiqué sur la mort de Malcolm X. Ok. Donc, déjà, ça nous donne un bel indice. En tout cas, je vais revenir un petit peu sur avant sa mort. Les quelques jours avant sa mort, il vivait comme un homme déjà mort. Hein. Et bien avant sa mort, on voit bien que le meeting de Malcolm X à l'Audubon était prévu de longue date. Et bien qu'il se sache menacé, il fait venir sa femme, enfant, dans la salle. Une semaine plus tôt, faut savoir que leur maison avait été dévastée par un incendie criminel avec des bombes jetées par la Nation of Islam, il paraît. Donc voilà. Donc déjà. Pourquoi la Nation of Islam veut tuer Malcolm X en fait? Pourquoi de telles actions violentes? Je pense qu'on le verra suite à ma conclusion. On va vite comprendre. Le principal organisateur, la Nation of Islam, parce que c'est une méthode. Il savait la volonté il voulait en finir avec lui. Ils étaient tout aussi convaincus que le FBI était pressé également de se débarrasser de Malcolm X. Qu'est-ce qu'il faisait Malcolm X pour qu'on ait envie tellement de... il parlait beaucoup. Il était quelques mois avant, quelques années avant, c'était quelqu'un de très médiatique. On n'imagine pas aujourd'hui un noir aussi parler, et qui est très clivant dans l'actualité aux États-Unis. Donc sa racialisation, sa séparation entre les noirs et les blancs, ça plaît pas à tous les blancs d'entendre ce discours-là, et ça plaît pas aussi à certains noirs d'entendre ça. Et on l'a vu tout à l'heure, Daniel en a parlé, de l'avancée de Malcolm X dans la hiérarchie de la Nation of Islam. C'est lui, il prend tout le devant. Je rappelle juste qu'il y a une série qui rappelle ça, une série documentaire qui se trouve sur Netflix. On fait pas souvent la promotion, mais bon, si on a le droit, c'est Who is Killed Malcolm X. Qui a tué Malcolm X, qui va détailler quelques informations sur l'assassinat de Malcolm X. En 68, 3 hommes sont condamnés pour ce meurtre de Thomas Hanks, que j'espère que je le prononce bien, reconnaît sa participation. On a dit qu'il y avait Mohamed Aziz et un troisième homme qui s'appelle Kylian Islam, qui est mort en prison d'ailleurs. Ouais. Voilà, qui cesseront jamais de clamer leur innocence. Et même si le premier va nier son implication des deux autres, les 3 hommes vont passer quelques 20, enfin les deux, même si le premier va dire c'est pas eux, ils passeront tous les 3, en tout cas les 2 autres vont passer 20 ans en prison. Et dans les 6 épisodes de cette mini-série qui est suivable sur Netflix, notamment c'est une série qui a été écrite par Abdur Rahman Mohammadoum. C'est un historien activiste américain qui tente de démontrer les véritables coupables qui ont été, qui sont encore en liberté aujourd'hui, puisque les coupables, ils sont encore en liberté. D'ailleurs, révèle surtout les errances peut-être volontaires de l'enquête du FBI, parce qu'à cette époque, on peut pas passer à côté. Donc, tout ça pour dire que le procureur décide lors de réouvrir le dossier le 21, en 2021, en février 2021, le dossier sera réouvert sur Malcolm X. Et c'est quelques années, ouais. Voilà, c'est hier, quoi. Et les filles de Malcolm X vont révéler une lettre posthume écrite par un policier new-yorkais de l'époque qui affirme avoir infiltré à la demande de sa hiérarchie l'entourage de Malcolm X. Le but est de piéger ces 2 gardes du corps et d'affaiblir sa sécurité autour de lui. Arrêtés quelques jours avant l'assassinat de Malcolm X, les gardes du corps n'étaient donc pas présents pour son assassinat le 21 février 65. Par lui, le FBI savait que Malcolm X était donc menacé. Et c'est Fabien Durper, qui est journaliste martiniquais, qui dira ceci. Il y avait de nombreux agents infiltrés du FBI dans la salle où Malcolm X est mort. Le FBI était dans l'entourage de Malcolm X.
Comment ignorer un projet d'attentat pour le FBI? C'est impossible. Donc on voit bien que le coupable est dans le fruit. Le FBI n'a toujours pas communiqué sur le sujet de la mort de Malcolm X. Donc le débat est encore ouvert. Donc, bon, d'accord, le FBI, c'est l'organisation, mais qui est à la tête de cette organisation? Donc, c'est le président américain? À l'époque, c'est toujours le même personnage qui a tué Marcus Garvey. C'est toujours le même personnage qui va tuer Malcolm X. C'est toujours le même personnage qui va tuer Martin Luther King. Les Black Panthers. Et qui va tuer aussi les Black Panthers. On est à la tête du FBI, il y a un homme qui s'appelle J. Edgar Hoover. Okay. Et c'est ce personnage-là qui est à la tête du FBI qui devrait être aujourd'hui sur le banc de la condamnation. En tout cas, il y a des comptes à rendre. En tout cas, sur Malcolm X. Daniel? Bon, par rapport à ce qui a été dit, Malcolm X a été tué en public. Donc, on a vu qui a tiré, n'est-ce pas? Ouais. Donc, que certains puissent dire que non, on n'y était pas et tout. Bon, en plus de ça, il y a le témoignage de garde du corps dans l'entourage de Malcolm X et qui dit qu'ils ont répliqué. Quand ils se sont enfuis, ils ont tiré. Donc, ils en ont blessé un et ils ont dû en blesser deux. Mais ils en ont blessé un. Il a été arrêté et le second, apparemment, il a été exfiltré par la police. Donc, ces gens-là ont été vus par tout le monde. Donc, je ne comprends pas pourquoi on dit que c'est pas moi, j'y étais pas. Donc, c'est déjà ça. Il faut dire aussi que Malcolm X, en fait, gênait à la fois l'État américain, le gouvernement américain par sa radicalité, par le fait qu'il ait eu l'idée d'internationaliser le problème noir au lieu qu'il soit un problème américain. Et donc, en fait, ça arrangeait tout le monde, que ça arrangeait à la fois Elijah Muhammad et la nation de l'islam, parce qu'il lui faisait de l'ombre. Et aussi, il faut dire que Malcolm X avait créé un autre mouvement. Je crois que ça s'appelle l'Organisation de l'Unité afro-américaine. Et donc, je pense qu'il aurait attiré à lui beaucoup plus d'adeptes et ça aurait fait de l'ombre à la nation de l'islam. Et il ne faut pas oublier aussi qu'aux États-Unis, comme c'est le pays de l'argent et où tout est argent et tout fonctionne comme ça, que les organisations religieuses drainent beaucoup d'argent. Donc il ne faut pas oublier que donc la famille d'Elijah Muhammad bénéficiait beaucoup des subsides des adeptes de cette organisation. Et le fait que Malcolm X ait publiquement jeté le discrédit en accusant Elijah Muhammad d'avoir engrossé, je crois, 4 ou 6 secrétaires, je pense que ça, ils ne lui ont pas pardonné. Donc, je pense que ça arrangeait à la fois les deux, le gouvernement et la nation islam, la mort de Malcolm X. Ok, bon, en tout cas, merci à vous d'avoir partagé vos opinions sur cette figure emblématique de la communauté afro-américaine, du panafricanisme, qui est connue internationalement, Malcolm X. On est arrivé au bout du débat sur Malcolm X. Pense à laisser tes commentaires en bas, tes avis sous la vidéo. Si ça t'intéresse, on a fait une autre vidéo qui concerne toujours le panafricanisme, l'Afrique. C'est cette fois sur le personnage de Kwame Nkrumah, un fervent panafricain qui s'est battu pour la libération du Ghana. Donc ça se passe juste ici. Et pense à t'abonner et à liker nos vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Bye bye.